Une créature inconnue rôde peut-être à la surface de la Terre. Complètement différente de toutes les formes de vie qu'on puisse imaginer. Son corps pourrait mesurer des milliers de kilomètres. Son cœur bat tous les 1000 ans. Et son système immunitaire pourrait balayer presque toute vie sur Terre. Elle possède peut-être même un cerveau. Le vaste océan pourrait-il être une créature vivante capable de penser? Si oui, que pense-t-il de nous? L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. On a toujours recherché dans le ciel des signes de la présence d'autres formes de vie intelligentes. Mais peut-être regarde-t-on dans la mauvaise direction. Une forme de vie intelligente non humaine, beaucoup plus développée que la nôtre, pourrait exister juste ici, sur Terre. Notre vaste océan représente la dernière frontière de cette planète. Des scientifiques se demandent non pas ce qu'il est, mais qui il est. Vous est-il déjà arrivé de ressentir la présence de quelqu'un que vous ne pouviez pas voir? Enfin, quand je me promenais dans les bois, j'avais souvent l'impression que les arbres étaient conscients de ma présence. Parfois, je croyais les entendre parler. Je me demandais s'il était possible que la forêt soit un être conscient. Anders Nilsson a toujours été obsédé par le composé chimique à la base de toute vie sur Terre. L'H2O liquide, l'eau. Quand j'étais gamin, tous les étés, je passais peut-être 5 heures par jour à nager dans les lacs, à jouer dans l'eau. Aujourd'hui encore, j'adore être dans l'eau. C'est une sensation merveilleuse de sentir son corps se fondre dans l'eau. Lorsqu'Anders est devenu chimiste, son obsession pour l'eau a pris de l'ampleur. L'eau possède cette capacité à former ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. C'est-à-dire qu'un atome d'hydrogène d'une molécule d'eau peut se lier à un atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. En exploitant la puissance de l'accélérateur linéaire de Stanford, Anders a pris des radios de molécules de H2O à l'état liquide. Et il a découvert que les groupes de molécules d'eau exécutaient une chorégraphie synchronisée élaborée. Une molécule de H2O toute seule est comparable à un nageur individuel. Elle peut se déplacer librement à côté des autres ou lier ses bras à ceux d'une molécule voisine pour former une structure rigide. En dessous du point de congélation, les molécules s'assemblent pour former des angles. Elles prennent plus d'espace. C'est pourquoi l'eau augmente de volume quand elle se transforme en glace. L'eau liquide contient à la fois des molécules libres et des amas moléculaires rigides. Ces structures se fondent et défont selon la température. Mais Anders a découvert que les molécules d'eau changent aussi leur numéro en fonction des éléments avec lesquels on les mélange. J'ai là un cristal de chlorure de sodium. C'est juste du sel ordinaire, comme celui que vous avez dans vos aliments ou dans l'océan. Regardez ce qui se passe. Quand du sel de table ordinaire entre en contact avec un amas moléculaire d'eau, l'amas se rompt. Cela crée davantage de molécules libres qui brisent les cristaux de sel et les dispersent dans la masse d'eau. D'autres éléments chimiques produisent d'autres effets. Nous avons ici un ion chargé positivement. Cela peut être un ion magnésium ou aluminium. Nous allons le lancer et il va se former une structure similaire à de la glace autour de lui. Les molécules d'eau emprisonnent l'ion et le maintiennent en place. À nos yeux, un verre d'eau a l'air complètement inanimé. Mais à l'échelle moléculaire, il grouille d'activité. L'eau change de structure moléculaire environ 1000 milliards de fois par seconde.
À chaque changement de structure moléculaire, l'ensemble des propriétés chimiques de l'eau s'en retrouve modifié aussi. Aucun autre liquide sur Terre ne possède cette faculté. Les molécules d'eau réagissent à la température et aux éléments chimiques avec lesquels elles entrent en contact, presque comme si l'eau avait conscience de son environnement. Pour Anders Nilsson, cette propriété vient brouiller la distinction entre un élément chimique et une créature vivante. Certains pensent que le verre d'eau pourrait être vivant. Selon moi, pour qualifier quelque chose de vivant, il faut qu'il ait une conscience à un certain niveau. Maintenant, la question est-ce le cas avec l'eau? On n'a pas de réponse tranchée. Qu'elle soit vivante ou pas, l'eau demeure l'essence de toute forme de vie connue. Environ 60% de notre corps est composé d'eau. Elle abrite les cellules qui contiennent notre ADN, ainsi qu'un millier d'espèces différentes de bactéries. L'écosystème de l'océan, aussi principalement composé d'eau, est peuplé de millions d'espèces vivantes. L'eau de l'océan et la vie qu'elle abrite pourrait-elle collectivement être une créature vivante? Une forme de vie aussi immense est elle-même possible? Le biologiste de l'évolution, Gustavo Caetano Anoyes, pense qu'il en a existé une dans le passé. Il est à la recherche de la première forme de vie sur Terre, la créature à la base de l'arbre de vie. Un arbre de vie possède une structure hiérarchique. Cela signifie que si vous remontez dans le temps, vous tomberez sur un organisme qui, à un moment donné, comportait toute la diversité générée ultérieurement. C'est notre dernier ancêtre commun universel, ou Dacu. Dacu est le surnom scientifique donné à la première espèce apparue sur Terre. Il a vécu il y a environ 3,5 milliards d'années et il est l'ancêtre commun de toutes les espèces vivantes aujourd'hui. Les cellules du Dacu emplissaient probablement l'océan primordial sans être menacées par aucun autre organisme. C'est une espèce éteinte depuis des milliards d'années. Mais Gustavo croit pouvoir reconstituer l'apparence de ces cellules en étudiant les détails de la machinerie de la vie actuelle. Selon lui, retrouver les éléments essentiels à la première forme de vie, c'est comme deviner le fonctionnement de la première bicyclette. Les vélos changent en permanence. Tous les 10 ans, vous avez de nouveaux développements, de nouveaux mécanismes, de nouveaux accessoires électroniques qui s'ajoutent. En revanche, la structure d'un vélo reste plutôt inchangée. Les vélos d'aujourd'hui sont disponibles avec une variété d'équipements sophistiqués et de matériaux high-tech. Mais tous partagent des éléments essentiels sans lesquels ils ne pourraient pas fonctionner. Sur le premier vélo, je devrais normalement trouver une selle, des pédales et des roues. Car ce sont les éléments que je trouve sur tous les vélos d'aujourd'hui. Avec une liste des composants essentiels, Gustavo peut reconstituer le dernier ancêtre commun universel des bicyclettes. Le Grand Bi. L'autre nom du bicycle. Il possédait une selle, des pédales et des roues, mais il n'avait pas besoin de chaîne ou de vitesse pour avancer. Gustavo applique la même philosophie dans sa quête du Dacu. En comparant les archives fossiles et les données génétiques de milliers d'organismes, il a déterminé quelles protéines existaient il y a 3,500 milliards d'années. Il a généré une liste des éléments essentiels que devait posséder le Dacu. À sa plus grande surprise, il a découvert que contrairement aux formes de vie actuelles, la paroi cellulaire du dernier ancêtre commun universel n'était pas bien étanche. Il est tout à fait possible que les parois cellulaires du Dacu étaient poreuses et qu'elles permettaient aux différentes cellules d'échanger rapidement entre elles des informations génétiques et même des mécanismes. Visualisez une cellule du Dacu comme un grand bi. Sa paroi cellulaire étant remplie de trous, d'importantes pièces pouvaient se détacher et s'échapper. Les molécules d'eau pouvaient cependant pallier la perte de cette pièce en formant un moule de soutien autour, jusqu'à ce qu'elles retrouvent une autre cellule avec la pièce disponible. Les cellules du Dacu dépendaient les unes des autres et de la chimie de l'eau pour la survie de leur colonie entière. Selon Gustavo, ces cellules, plutôt que de fonctionner comme une multitude d'organismes distincts, se comportaient comme des parties travaillant en coopération au sein d'un seul être vivant géant, un superorganisme. De même que les organismes multicellulaires sont composés de cellules individuelles, les superorganismes sont constitués de plusieurs organismes qui interagissent fortement les uns avec les autres.
Un superorganisme est une créature composée de beaucoup d'individus, comme une ruche. Si Gustavo a raison, les toutes premières formes de vie terrestre n'étaient pas des cellules microscopiques isolées, mais plutôt le vaste océan lui-même. Un superorganisme qui couvrait presque toute la planète. Nous sommes peut-être tous les descendants d'une seule gigantesque créature. Des milliards d'années se sont écoulées depuis l'époque du Daku. L'océan est-il encore un superorganisme? C'est ce que tente de découvrir ce scientifique en cherchant à savoir si l'océan dans sa globalité a un appétit. Comment savoir si une chose est vivante? Cette question fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles. Pour le philosophe René Descartes, la réponse était « je pense ». Donc, je suis. Mais les biologistes avancent un critère différent. Un critère qui pourrait révéler une nouvelle forme de vie. Selon eux, la réponse pourrait être « je mange, donc je suis ». Tyler Volk, biologiste à l'université de New York, croit comme tous les biologistes que toutes les créatures vivantes possèdent un métabolisme. Un métabolisme est un processus biologiquement actif qui brise certains composés chimiques en plus petits éléments pour ensuite les réarranger. Toutes les créatures qu'on connaît sur la planète sont dotées d'un métabolisme. À l'intérieur d'elles, des organes extraient de l'énergie à partir de nutriments, puis rejettent les restes. L'océan est rempli d'organismes vivants qui font cela, mais l'océan lui-même n'est généralement pas considéré comme un être vivant. Il est plutôt vu comme une énorme usine de recyclage. Certains éléments dans l'océan sont recyclés des centaines de fois en passant d'un organisme à un autre. Ils sont utilisés par la vie en permanence. Mais avec un examen plus attentif du système de recyclage de l'océan, Tyler a remarqué que les chiffres ne collaient pas. La vie dans l'océan est fondée sur le recyclage de nutriments essentiels comme le carbone, le phosphore, l'azote et le soufre via un processus de vie et de mort. La vie se nourrit de vie, qui nourrit une vie, puis une autre. C'est le renouvellement de la vie. C'est un système de recyclage quasi parfait. Tyler a calculé précisément son efficacité et le taux de réutilisation de ces nutriments. Son analyse révèle que les éléments nécessaires à la vie dans l'océan ne sont pas tous recyclés à 100%. Les calculs montrent que les cycles biochimiques au sein de l'océan ont beau être merveilleux, ils ne sont pas parfaits. Il y a un besoin d'éléments neufs, d'éléments chimiques essentiels à la vie. Pour Tyler Volk, ce recyclage imparfait est la preuve que l'océan, tel un système géant de vie, possède un métabolisme. Tout comme nous, l'océan se nourrit. Il faut voir l'embouchure d'un fleuve comme la bouche de l'océan. Les embouchures sont des portes d'entrée par lesquelles d'importantes substances arrivent dans l'océan. Et l'océan, après avoir transformé la nourriture déversée par les fleuves, élimine ses déchets au fond des mers. Dans l'océan, il va y avoir des déchets, certains composés chimiques qui vont tomber dans le sédiment. Ils vont être recouverts et ils ne seront pas recyclés par les microbes ou les vers. Selon Tyler, même si les organismes et l'océan se nourrissent les uns des autres, au final, ils travaillent ensemble, comme des organes au sein d'un corps. Un groupe auquel appartiennent les poissons et les mammifères fonctionne comme le système respiratoire humain. Il absorbe l'oxygène et le carbone et les transforme en dioxyde de carbone. Un autre groupe, la flore océanique, absorbe le dioxyde de carbone et le transforme en oxygène. Enfin, un autre groupe, constitué de bactéries, transforme l'azote en ammoniac. Pour Tyler, comparer les groupes d'organismes de l'océan à des organes métaboliques d'un corps géant ne relève pas de la simple métaphore. Les voir comme tels pourrait nous dire comment l'océan entier réagira exactement aux modifications chimiques ayant lieu sur Terre. Pour savoir comment le CO2 présent dans l'atmosphère réagira aux éventuelles transformations que les hommes initieront dans leurs industries, on doit comprendre le cycle du carbone dans son intégralité,
ainsi que celui d'autres nutriments comme les phosphates qui transportent le phosphore, les nitrates qui transportent l'azote. Tous ces éléments sont étroitement liés les uns aux autres au sein d'un super système métabolique. C'est une forme de supervie. Tyler pense que si l'océan est une forme de supervie, alors, comme tous les êtres vivants, il réagira s'il est menacé. Beaucoup de scientifiques croient que nous empoisonnons les eaux de notre planète. L'océan et toute la vie qu'elle contient possèdent-ils une volonté collective de vivre? Le courant dominant de la science ne considère généralement pas l'océan comme un être vivant. Mais cela n'a pas empêché le géologue Lee Kump d'étudier sa physiologie. La physiologie est l'étude du fonctionnement d'un organisme dans son ensemble, de son fonctionnement en tant qu'être vivant. Tous les organismes vivants obéissent aux mêmes règles basiques de la physiologie. Qu'ils soient grands ou petits. Les mécanismes physiologiques de la mouche sont les mêmes que les nôtres. Ils reposent sur le système circulatoire. La seule différence entre celui de la mouche et le nôtre, c'est que le cœur de la mouche bat 5 fois par seconde et le nôtre toutes les secondes. Si on agrandit à l'échelle de l'océan, lui aussi a un cœur qui bat, et son rythme cardiaque est d'une pulsation tous les 1000 ans. Ce cycle de 1000 ans débute au pôle Nord et Sud. L'eau collecte l'oxygène présent dans l'air de l'Arctique et de l'Antarctique. Avec le refroidissement de l'eau, l'air coule au fond, apportant ainsi de l'oxygène à la vie marine profonde. Et il parcourt le sombre abysse jusqu'à atteindre l'équateur, où il se réchauffe et remonte à la surface. Il se déplace vers les pôles et le cycle se répète. L'océan, à l'instar du corps humain, a besoin d'un système circulatoire pour fonctionner. Chaque fois que des microbes nocifs pénètrent dans notre corps, les cellules du système immunitaire se précipitent sur le site de l'invasion et neutralisent la menace. Lee Kump affirme que ce courant océanique millénaire constitue un véritable système circulatoire physiologique, car lui aussi amène des anticorps sur les sites infectés. Tout système circulatoire possède un acteur essentiel. Dans notre circulation sanguine, ce sont les cellules. Dans l'océan, ce sont les bactéries. Chez les humains, les bactéries extérieures représentent généralement une menace contre laquelle notre système immunitaire doit lutter. Mais dans l'océan, les bactéries sont le système immunitaire. Les bactéries sont minuscules. Elles ne coulent pas. Elles peuvent donc être transportées par les courants océaniques. Elles peuvent décomposer les substances nocives, les désintoxiquer. L'océan abrite des bactéries qui voyagent grâce au courant et décomposent les métaux dangereux, les substances chimiques toxiques, les marées noires et toutes les matières nocives qui peuvent parvenir jusqu'à l'océan. Comme sur un campus universitaire, la protection de tous résulte d'un effort collectif. Imaginez un pyromane qui mettrait le feu au bureau des étudiants. Les premières personnes à intervenir sont les pompiers. Dans l'océan, ce rôle est joué par les bactéries. Elles se nourrissent de la toxine fraîchement arrivée et prolifèrent. Ce sont des bactéries transportées par les courants océaniques. Quand une toxine s'introduit dans le système, les bactéries se développent et décontaminent l'océan. Une fois la toxine éliminée, les bactéries disparaissent de la même manière que les pompiers quittent les lieux quand l'incendie est éteint. Mais elles laissent derrière elles un paquet de déchets. Les bactéries produisent des déchets, ce qui modifie la composition chimique de l'océan. Cette altération exerce en retour une influence sur les bactéries. Cela génère une autre vague d'assistants bactériens, puis une autre jusqu'à ce que les conditions soient assez stables pour la reprise d'une vie normale. Et la neutralisation complète de la dangereuse toxine. Arrêtez-vous! Les mains derrière le dos! Mais ce n'est pas parce que l'océan possède un système immunitaire qu'il est invulnérable aux catastrophes. Quand notre système immunitaire réagit trop, nous pouvons développer des maladies graves, la sclérose en plaques par exemple. Le système immunitaire peut réagir excessivement et produire trop d'anticorps et ainsi perturber la physiologie de l'organisme. Dans l'océan, il peut y avoir ce même type de réaction. L'océan est alors dans un état complètement différent. Sa santé est compromise. Si l'infection est assez grave, les bactéries utiles peuvent se multiplier de façon incontrôlable et faire plus de mal que de bien. On essaie tous de mener une vie saine, de manger équilibré. Mais de temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir. Imaginez un monde où la seule chose qu'on aurait à manger serait des glaces.
Cela pourrait créer un cercle vicieux horrible, parce que si on mange uniquement des glaces, alors les glaciers s'enrichissent. Du coup, ils fabriquent plus de glace, et on en consomme encore plus. Les conséquences de ce cercle vicieux sont néfastes pour les étudiants. Ils deviennent obèses, et la puissance financière monolithique des glaciers fait qu'aucun autre produit alimentaire ne sera vendu sur le campus. Si cela devait arriver sur un campus, les étudiants desserreraient leur ceinture, s'endormiraient en cours, et le personnel souffrirait de problèmes cardiaques. La situation serait calamiteuse. Votre système immunitaire vous protège des maladies. Mais s'il réagit de manière excessive, il peut vous tuer à la place. Que se passerait-il si c'était le cas avec le système immunitaire de l'océan? C'est peut-être déjà arrivé au moins 5 fois dans l'histoire de la planète. Et cela a entraîné l'extermination de presque tous les êtres vivants sur Terre. Quand une abeille perçoit une menace à l'encontre de la ruche, elle pique sa victime et lui injecte un venin toxique, ce qui peut lui être fatal. Après avoir piqué, l'abeille meurt. Mais son instinct est de défendre la ruche, coûte que coûte. Les êtres vivants dans l'océan font-ils de même? Peter Ward est paléontologue spécialiste du milieu océanique. Il aime examiner de près l'objet de ses études. Je plonge beaucoup, mon domaine de recherche l'exige. Pourtant, quand je remonte, je ne trouve pas les mots pour retranscrire ce qu'on peut voir et penser quand on est sous l'eau. Les vidéos, c'est beaucoup mieux. Je rapporte de courtes vidéos qui donnent une meilleure idée. Une image vaut mieux que 1000 mots. Mais une petite vidéo, ça vaut des millions de mots. Mais ne vous laissez pas berner par l'apparente tranquillité des vidéos. Sous l'eau, Peter Ward enquête sur une scène de crime où s'est déroulée la brutale extinction de millions d'espèces à travers le globe. Cela représente 99,999% de la population. Une extinction de masse ne décime pas seulement les espèces, mais elle vide littéralement la Terre de toute forme de vie. Ce sont de véritables catastrophes. Pendant des années, les scientifiques ont pensé que toutes les extinctions de masse étaient causées par des changements climatiques à la suite d'impacts d'astéroïdes et de grosses éruptions volcaniques. Mais Peter Ward pense qu'il existe un autre coupable. On a commencé à examiner les limites des autres extinctions de masse. On n'a trouvé aucune preuve de collision avec un astéroïde. On a vu autre chose. Peter et ses collègues ont étudié les preuves fossiles et mis le doigt sur l'arme du crime. Un produit chimique mortel dont on a retrouvé des traces sur presque tous les littoraux de la Terre. Regardez. Ce qui rend ce truc aussi puant, ça pue vraiment, c'est que c'est plein de sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène est un gaz extrêmement toxique pour nous, les mammifères. Beaucoup de bactéries en raffolent et en ont besoin pour vivre, mais pas nous. Pour ceux d'entre nous qui consommons de l'oxygène, qui adorons l'oxygène, c'est un poison très très nocif. À peine 500-600 de ces molécules dans 1 million de molécules d'air suffisent à vous tuer. C'est la substance qui repose au fond de l'océan. Selon lui, la bactérie qui produit ce gaz neurotoxique mortel mène une guerre chimique contre la planète entière, dans la mer et sur Terre. Elle a entraîné la mort de presque toutes les créatures vivantes, au moins à 5 reprises. Alors, il veut prédire quand ce fléau bactérien mortel envahira l'océan et saturera notre atmosphère en sulfure d'hydrogène de nouveau. Alors, disons que c'est de l'eau bien froide, riche en oxygène. Elle remonte avec le Gulf Stream vers le nord, en direction de l'Europe. Elle se refroidit de plus en plus. Quand elle devient assez froide, elle coule. Et quand elle coule, que se passe-t-il? On a de l'eau riche en oxygène qui couvre le fond des océans. Elle les maintient en bonne santé. On a un bon système circulatoire. Mais cela peut changer si cette eau de mer, riche en oxygène, ne coule plus au fond de l'océan, là où elle est nécessaire. Les fonds marins, s'ils ne reçoivent pas d'oxygène, se mettent à favoriser d'autres types de bactéries qui, elles, produisent du sulfure d'hydrogène. Quand la surface de l'océan se réchauffe juste de quelques degrés ou quand elle est inondée d'eau douce, l'eau à la surface devient moins dense que celle en dessous. Fabriquons un monde très très chaud. Au lieu de cette eau froide oxygénée, versons de l'eau bien chaude, pauvre en oxygène.
Vous pouvez voir que l'eau chaude reste au-dessus. Elle ne descend pas et n'apporte pas l'oxygène en bas. À la place, on a un système sans apport d'oxygène au fond de l'océan, avec pour conséquence une extinction de masse. Sans oxygène dans les profondeurs de l'océan, les bactéries productrices de sulfure d'hydrogène prospèrent et remplissent l'océan d'une vase violette toxique. Les explosions de sulfure d'hydrogène envoient de larges volutes jaunes qui recouvrent l'atmosphère. Les plantes meurent asphyxiées. Les animaux sont intoxiqués et meurent. Toute vie humaine serait impossible. Cela peut-il se produire? Absolument. Peter Ward pense que si la planète se réchauffe de seulement quelques degrés, l'océan pourrait nous en faire payer le prix. Mais selon lui, cela ne signifie pas que l'océan est un être vivant. Le microbiologiste Yuri Gorby fait partie d'une équipe qui a fait une découverte majeure, le genre de découverte qui pourrait changer définitivement notre manière de voir la vie dans l'océan. Mais à la base, elle est partie d'une question toute simple. Comment les micro-organismes respirent-ils? On a tendance à penser que la respiration, c'est inspirer. Mais la respiration proprement dite se passe dans les mitochondries. La respiration, c'est le mouvement des électrons d'un donneur d'électrons à un accepteur d'électrons adéquat. La plupart des espèces respirent en expulsant des électrons sur des atomes d'oxygène à l'intérieur de leurs mitochondries. Mais beaucoup de bactéries aquatiques respirent autrement. Elles expulsent les électrons sur des métaux dissous dans l'eau de mer. Yuri Gorby a voulu voir ce qui se passait quand on privait ces bactéries aquatiques des métaux essentiels à leur vie. On s'attendait à ce que ces organismes suffoquent et périssent. Mais ce n'est pas ce qu'on a observé. On a été stupéfaits. Les bactéries de Yuri ont survécu et ont développé quelque chose ressemblant à un vaste échafaudage de mini-poils. J'ai envoyé des échantillons à une amie. Elle les a examinés avec un microscope à effet tunnel. Elle a fait passer un courant. Elle m'a appelé pour me dire « Tu ne vas pas le croire ». J'ai foncé à son laboratoire et j'ai vu qu'en réalité, ces petits filaments possédaient des propriétés électriques ou conductrices. J'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits après avoir vu ces résultats. C'était incroyable. Ces minuscules fibres n'étaient pas du tout des poils. Yuri Gorby a découvert que c'étaient des filaments conducteurs d'électricité. Il les a baptisés nanophiles bactériens. Ces nanophiles se forment quand les bactéries ont besoin de respirer, puis ils restent une fois les conditions revenues à la normale. Notre cerveau compte environ 100 milliards de cellules connectées électriquement entre elles et qui traitent nos pensées. Yuri Gorby croit que l'océan contient aussi de vastes réseaux électriques pouvant comprendre jusqu'à 100 quadrillions de cellules bactériennes. Ce réseau est fortement connecté comme celui de notre cerveau. Lui aussi est peut-être capable de penser. Qu'avons-nous ici? Une cellule qui est représentée par cette ampoule. Elle envoie un signal par l'intermédiaire de ce fil. Ce petit raccordement doit prendre une décision. Par où projeter le signal? À gauche ou à droite? Quand un signal circule dans un ordinateur numérique, il rencontre des transistors qui décident de le transformer soit en 0, soit en 1, gauche ou droite. Dans un ordinateur biologique, les transistors sont remplacés par des cellules qui peuvent transmettre le signal à une cellule, ou plus, des milliers de cellules connectées. Quand des multitudes de cellules sont reliées entre elles, cela donne naissance à un réseau capable de traiter de vastes quantités d'informations. Si on creuse vraiment la question, l'océan peut-il penser? On doit ouvrir son esprit. C'est comme quand on se demande, une bactérie peut-elle penser? Non. Une population de micro-organismes peut-il penser? Peut-être. Poussez le raisonnement plus loin. L'océan peut-il traiter des informations et penser? Moi je dis, oui, absolument. Yuri Gorby croit qu'il est possible de tester si ces réseaux électriques pensent ou pas. On a l'opportunité et la possibilité de brancher ces organismes à des électrodes. On peut changer le potentiel des électrodes et altérer la structure du groupe entier de bactéries en contact avec elles, soit pour donner des électrons, soit pour en prendre. Ainsi, en modulant et en changeant le potentiel de l'électrode, on peut observer une réaction à l'échelle de la communauté bactérienne. En branchant une population de bactéries à une électrode, Yuri Gorby peut envoyer des impulsions électriques au réseau entier. Il est comme un neurologue qui stimule le cerveau d'un patient à l'aide d'électrodes implantées.
Si on peut observer une réponse au niveau de la communauté bactérienne, ce sera une preuve solide de l'existence d'une activité neurologique ou neurobiologique au sein de ces groupes microbiens, et on communiquera avec eux. L'océan pourrait avoir un cerveau composé de nanophiles bactériens présents dans les couches supérieures du sédiment océanique. Les pensées de ce cerveau seraient très différentes des nôtres. Il y a 100 quadrillions de cellules dans le sédiment océanique, ce qui représente beaucoup plus que le nombre de neurones d'un cerveau humain. Et le réseau électrique de l'océan est environ 1000 fois plus rapide que notre réseau neuronal. Yuri Gorby soupçonne ce réseau cérébral de s'étendre sur plus de 362 millions de kilomètres carrés de fond océanique. Si c'est le cas, ces pensées pourraient évoluer sur des centaines, voire des milliers d'années. À quoi peut bien penser l'océan? L'océan est là depuis très longtemps, et les organismes qui vivent au fond et qui sont probablement intégrés dans ces réseaux neuronaux existent depuis des milliards d'années. Donc, ces pensées sont sûrement très contemplatives. Si l'écosystème de l'océan formait collectivement un seul être vivant et pensant, il pourrait nous voir comme une menace à sa survie. Il peut décider de s'immuniser contre nous. Nous pourrions être anéantis. Mais nous aussi, nous sommes des créatures intelligentes. Ne pourrions-nous pas apprendre à déchiffrer les humeurs de l'océan ? Nous pourrions être sur le point de tuer l'océan. Ou au contraire, se tient-il prêt à nous éliminer ? Déterminer l'état de santé de cette énorme masse d'eau représente une tâche colossale mais nécessaire. La réponse pourrait nous indiquer combien de temps il nous reste. David Marcoliese est biologiste-chercheur. Quand il étudie des écosystèmes complexes, il aime avoir une vue d'ensemble. Une ville est un gros écosystème à elle toute seule. On va considérer ceci comme un écosystème. Si on dit qu'un train représente la chaîne alimentaire, alors on peut mesurer le flux de nutriments. La chaîne alimentaire transporte les nutriments d'organisme en organisme à l'intérieur d'un écosystème, de la même manière qu'un train transporte la nourriture à qui en a besoin. Si le train arrête de circuler, la nourriture devient rare et la ville entière court à sa perte. Savoir si les trains fonctionnent dans une ville miniature installée dans votre sous-sol est facile, mais quand il s'agit de l'océan, les chercheurs tâtonnent dans le noir. L'océan représente un écosystème extrêmement complexe. C'est très difficile pour nous, chercheurs en écologie, d'observer un océan. C'est tellement grand et c'est composé de plein d'écosystèmes différents. Mais David pense savoir quoi regarder pour déterminer l'état de santé de l'océan. Les parasites. Ces infimes monstres survivent en pondant des œufs dans leurs hôtes. Ces œufs grossiront et se multiplieront. Certains tueront leurs hôtes après des années de douloureuses invasions. Mais David les voit d'un autre angle. Oui, et ils ont vraiment une horrible réputation. Et cela n'est pas surprenant. Il y a un gros facteur de dégoût. Si vous pêchez un poisson et qu'il est recouvert de kystes dus à des parasites, ou si vous trouvez un ver de phoque dedans, la plupart des gens refuseront de le manger. Même si ce sont juste des protéines en plus. Chez les animaux, les parasites sont souvent le signe d'une maladie. Mais dans les écosystèmes, une grande diversité de parasites est un indice de bonne santé, parce que les parasites, comme le ver de phoque, dépendent d'une chaîne alimentaire reliant beaucoup d'espèces florissantes. Les parasites adultes vivent dans l'estomac des phoques, et là ils se reproduisent et les œufs passent dans l'eau. Les œufs se déposent et une minuscule larve éclot. Un crustacé passe par là et ingère la larve. Ce crustacé est mangé par un plus gros crustacé qui finit avalé par un des nombreux poissons que la plupart des phoques trouveront délicieux. Dans l'estomac du phoque, les vers s'accouplent et pondent des œufs. Les œufs sont éliminés avec les fesses et le cycle se répète. Au cours d'un cycle, un parasite peut voyager dans le dîner de multiples espèces et parcourir des milliers de kilomètres dans l'océan. Si en chemin ça tourne mal pour l'hôte, le parasite meurt. Quand vous avez un écosystème sain avec une riche biodiversité, vous observez plus de parasites internes au cycle de vie complexe. Pour tester un écosystème, David effectue un recensement de ces parasites.
Même s'il ne peut pas voir l'écosystème en entier, les parasites lui indiquent que les nutriments y circulent correctement. Nous voyons les parasites comme une petite lumière. Une lumière verte, c'est une espèce. Une lumière rouge, une autre espèce. Nous pouvons alors les regarder parcourir la chaîne alimentaire et s'arrêter en chemin aux divers arrêts qui symbolisent les différents hôtes au cours de leur cycle de vie. Si des populations de parasites se mettent à disparaître, cela pourrait signaler la présence de ruptures dans la chaîne alimentaire. L'environnement fonce à leur droit vers la catastrophe. David recense les populations de parasites dans les rivières et lacs du Canada pour surveiller leur santé écologique. Faire la même chose à l'échelle de l'océan représente une tâche herculéenne, mais il espère un jour s'y atteler. L'océan est un habitat si vaste. C'est une autre frontière. Il faudrait le même genre de ressources que celles nécessaires pour aller sur la Lune. Les scientifiques ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans la mer et personne ne sait jusqu'à quel point l'océan peut résister avant que le désastre ne frappe. L'océan a peut-être une envie de vivre, ou alors il réagit sans réfléchir à nos agressions. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas sous-estimer son emprise sur toutes les formes de vie qui peuplent la planète. Avec ses millions d'espèces, l'océan pourrait être la plus remarquable des créatures à notre connaissance. La plus grande et la plus ancienne forme de vie sur Terre.